Alors, on va avoir le plaisir d'entendre Bruno de Tongt, qui est un scientifique engagé et très généreux dans le partage de ses savoirs. Engagé dans une dynamique citoyenne, en particulier à travers... il est membre de citoyens de mobilisation environnement à Ahuntsic-Cartierville et il est au comité de coordination du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Bruno de Tongt est professeur à la retraite de l'École polytechnique de Montréal. Il est spécialiste en thermodynamique, combustion et mesures expérimentales. En 1995, il a conçu et mis en place un nouveau cours intitulé « Combustion et pollution atmosphérique ». Il a donné ce cours-là jusqu'à sa retraite de l'École polytechnique. Il s'est engagé par la suite dans des mouvements citoyens portant en particulier sur la question des énergies. Il a donné une entrevue, il a offert une entrevue récemment au journal Le Devoir qui s'est intitulée « Ode à la sobriété énergétique ». Alors, il va donc nous faire une présentation qui s'intitule « La sobriété, idée ancienne, nécessité moderne ». Merci pour la présentation. Est-ce que le micro ici fonctionne? Oui. Je vais peut-être prendre ce micro-ci ou la prochaine. Ah oui. Merci. Vous m'entendez? Oui, il est à zéro. Alors, je vais juste partir de ma bebelle. Bon, d'abord, merci au comité d'organisation de cette activité-là. C'est vraiment beaucoup de travail, ça. Je suis très, très courant de ça. J'en ai déjà organisé. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis en plus, avec les problématiques techniques qui sont arrivées, bien, bravo aussi à ce comité-là qui a su se retourner sur un dixaine pour trouver des solutions. Alors, bravo à vous. Et bravo aussi à vous, citoyennes et citoyens, d'être là, présents un samedi. Vous avez d'autres choses à faire dans la vie. Puis là, vous venez vous réunir. Alors, c'est moi qui vous félicite parce que c'est quand même de l'implication qui demande du temps, qui demande de l'énergie. Et puis, c'est pas fini. Après ça, il va y avoir d'autres choses à faire. Alors, une petite présentation. Je vais essayer de garder le temps... en général, quand j'en ai mes cours, j'avais un cours d'1 heure, puis j'en avais du matériel pour 1h20. Alors, je déborde souvent. Puis en plus, j'ai beaucoup de défauts, dont un que mon amoureuse me répète très souvent. Tu pars de trop loin. Tu pars de Montréal, tu s'en vas à Québec pour revenir chez ton voisin. J'ai tendance à faire ça. Et ce que je vais vous faire cet après-midi, ça va être exactement ça, mais acceptez quand même ce défaut-là. OK? Alors, on commence par la sobriété. C'est une idée ancienne, effectivement, puis il y a toutes sortes de synonymes. Je ne vous passerai pas à travers la définition de tous les synonymes, mais c'est quand même des thèmes qui permettent de voir que la sobriété peut avoir des variantes dans la compréhension et dans la façon dont on va se débrouiller avec ça. Compte tenu de la présentation, bon, on va passer un petit peu de temps là-dessus. De toute façon, la présentation, le format PDF est envoyé à Jenny qui va pouvoir vous le présenter ou en tout cas le distribuer. Je commence des fois un peu loin, puis dans ma tête, des fois, il se fait des drôles de liens. J'ai commencé par les voir dans le dictionnaire Larousse, 2 termes, besoin puis désir. Parce que c'est quand même fondamental dans tout ce qu'on fait. On a des besoins fondamentaux, ces besoins matériels et certains besoins sociaux comme la liberté. Ça, on a besoin de ces éléments-là. Et ça, on ne peut pas y couper, on les veut. L'autre côté, on a désir. Puis ça vient d'un mot latin classique qui veut dire regret, regretter. Ça, c'est assez étonnant, puis c'est assez peu connu.
Désir, regret, c'est interrelié. Alors, il va falloir, à un moment donné, aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on désire? Alors, dans le déroulement de tout à l'heure, on va voir tout à l'heure que le désir revient de temps en temps vous titiller. Un petit élément aussi à regarder, tout le monde a des besoins, puis malheureusement, pas tout le monde peut les assouvir. Puis, il y a beaucoup de monde qui ont des désirs, puis il y en a qui en profitent un peu trop de leurs désirs. Pourquoi on a besoin de parler de sobriété? Au départ, il y a un élément fondamental depuis très longtemps. On l'a constaté, le GIEC nous en parle, puis c'était même avant ça. La première fois qu'on a parlé de réchauffement climatique, vous savez à quelle date? 1896. C'est Arrhenius, un scientifique chimiste suédois qui a eu le prix Nobel de chimie pour ses travaux, qui a démontré que si l'augmentation de la consommation de charbon qui se faisait en Europe continuait à augmenter, bien, il y aurait un réchauffement. Donc, ce n'est pas hier qu'on a commencé à parler de ça, mais on a commencé vraiment à paniquer là-dessus tout récemment. Alors, il y a la partie climat, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a toute la partie des réserves minérales, puis là-dessus, il y a toutes sortes de travaux qui se font, puis on va en parler tout à l'heure. Un cours historique de l'idée de la sobriété. C'est pas d'hier que c'est né. Alors, comme ma blonde me dit, je pars de loin. Alors, si on revient il y a 2500 ans, Bouddha avait déjà une idée que le désir pouvait amener des regrets, des problèmes, des angoisses. Et puis, il avait développé une philosophie et une façon de vivre pour essayer de diminuer les souffrances. Donc, on en parlait déjà à l'époque. Lao Tzu, en Chine, aussi, avait parlé du juste milieu, d'un élément qui nous permettait d'être à l'aise dans notre vie sans être toujours à la quête de quelque chose. Il y a Socrate qui a aussi développé des éléments. Et il y a Diogène. Diogène, moi, j'aime beaucoup Diogène. C'est un drôle de coco, là. Diogène, c'est un... Je vais juste y aller tout de suite voir ce qu'il avait fait. Dans la légende, on parle qu'à un moment donné, Alexandre le Grand était venu voir Diogène en lui demandant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Bien, Diogène, qui était assis par terre et puis qu'Alexandre était devant lui, il a dit « Tasse-toi de mon soleil. » Hein, c'est assez baveux, mais en même temps, bon, ça définit un petit peu le personnage. Alors, si je reviens en arrière, il y a un élément important, c'est à quoi sert la sobriété vue par les anciens. Il y avait deux éléments. Il y avait donc un élément qui était de faire un lien entre le besoin et le désir, puis essayer de trouver l'élément qui nous permet d'être en santé mentale. Okay? Il y avait donc déjà cet élément-là. Puis le deuxième élément, c'est un élément que j'appellerais politique. Être capable de mettre à distance les pressions des élus, que ce soit ou des élites, que ce soit autrefois. Et maintenant, il y a des pressions qui sont faites. Et là, vous avez des pressions par des gens qui vous arrivent avec des éléments comme une belle éolienne dans votre cour arrière, puis de l'argent de temps en temps qui va tomber dans le gousset. Donc, c'est des pressions. Donc, la sobriété peut permettre de mettre un certain rapport avec ça. Maintenant, au niveau de la sobriété, elle continue à être analysée. Il y a toutes sortes de monde. Alors, nécessairement, vous présenter ça, c'est choisir. Choisir, c'est aussi abandonner ou oublier. Il y a plein de noms qui ont travaillé. Il y a beaucoup de livres sur la sobriété. Mais quelques noms quand même intéressants. David Henry Thoreau, qui est un Américain qui a travaillé beaucoup contre l'esclavage, contre le racisme et qui a passé une année complète dans la nature d'une petite cabane. Il vivait très simplement et qui a eu une influence quand même assez marquée sur beaucoup de monde. Le Club de Rome, qui a sorti son fameux rapport Meadow en 1972. Non, Meadow vient des deux personnes qui étaient les personnes scientifiques principales qui travaillaient au MIT, Dennis et Denella. Il y a Ivan Illich, qu'on a oublié, qui a écrit un texte en 1973 qui s'appelle « L'énergie et équité ». Il faisait déjà un lien entre l'énergie et l'équité ou la non-équité qui allait s'en venir. Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des penseurs d'autrefois. Plus près de chez nous, il y a M. Serge Mongeau, médecin, qui a travaillé depuis longtemps dans toutes sortes de circonstances. Et il était même au Chili en 1973, au moment de la tuerie qu'il y a eu, puis la prise de pouvoir par l'armée. Alors, c'est quand même impressionnant. Et qui a beaucoup a été partisan de la simplicité volontaire. Il a même écrit un livre là-dessus. Alors, je pense qu'il se trouve encore en librairie. Plus près de chez nous, aux études commerciales, il y a M. Abraham qui a écrit énormément de choses. C'est un sociologue et économiste qui a travaillé
sur la relation qui existe entre ces deux filières-là et qui a écrit un livre qui s'appelle « Guérir le mal de l'infini, produire moins, partager plus et décider ensemble ». C'est de toute façon tout ce que vous faites depuis le début de la journée. Il y a le groupe français Négawatt qui travaille depuis longtemps pour essayer d'analyser les besoins énergétiques et savoir comment diminuer. Une négawatt, ça veut dire des watts non consommés, non produites. Alors, c'est vers ça aussi que la sobriété nous amène. Il y a le Front commun pour la transition énergétique qui regroupe aussi bien tous les syndicats de la province, tous les groupes environnementaux comme Greenpeace, Équiterre, Suzuki et tous les autres, nommez-les, et RVHQ et d'autres, et qui travaillent très fort, continuent à travailler. Il va y avoir des choses qui vont sortir bientôt. Tout récemment, il y a un Français qui s'appelle Timothée Paric, qui a écrit un livre bien intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu des extraits, j'ai regardé sur le web des conversations qu'il y a eu. Ça s'appelle « Ralentir ou périr ». C'est un extrait de ce qui est sorti de sa thèse de doctorat, qui avait une thèse de 850 pages que vous pouvez trouver sur le web. Ça vous tente de lire ça, là. Il y a beaucoup de choses à faire pour passer votre temps. Alors, continuons. Sobriété, de où on en est? Bien, si on regarde les 3 éléments, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est qu'en réalité, j'ai été un peu trop loin, les 3 éléments sont interreliés, c'est-à-dire une espèce de relation morale et de valeur par rapport à soi-même, donc dans la sobriété par rapport au désir, une imperméabilité par rapport aux besoins ou aux contraintes des élites, et effectivement, le dernier élément qui se profile, qui est absolument nécessaire, respecter les limites biophysiques de la Terre et de la planète, qui sont quand même très limitées. Alors maintenant, on va regarder aussi sobriété dans un autre aspect. Alors, comme je parle des fois très loin, c'est encore un autre cas. La sobriété est vécue de façon très, très agréable et très détendue par beaucoup de peuples encore. Quand on regarde, par exemple, des gens qui sont dans des communautés isolées en Amazonie, en Afrique ou en Indonésie, ne veulent pas de notre civilisation. Ils considèrent que notre civilisation n'est pas une civilisation qui les intéresse. Donc, tout ce qu'on a, nous, comme relation de désir puis de volonté matérielle, pour eux, ça ne les intéresse pas. Donc, ça nous remet en question sur, OK, on a des gens qui ne pensent pas comme nous puis qui ne veulent pas les mêmes choses. Et oui, effectivement. Alors, quand on lit un peu les livres sur l'évolution de la pensée anthropologique, tout récemment, on se rend compte que de plus en plus d'anthropologues, comme Philippe Descola, montrent qu'en réalité, la civilisation est imposée dans la plupart des cas et non pas acceptée par le désir d'y adhérer. Alors, c'est une grosse différence entre les deux. Mais il y a aussi la sobriété qui est imposée par la pauvreté. Là, ça devient à ce moment-là une question de privatisation, de privation. Non pas de privatisation, des fois ça va ensemble. Alors, de privation. Alors, la quantité de personnes sur la Terre qui sont pauvres, il y a à peu près 2 milliards qui vivent vraiment dans des conditions très, très de grande pauvreté et 2 milliards autres qui vivent une semi-pauvreté, c'est pas agréable quand tu as des riches devant toi. Et quand tu veux être riche ou en toi être mieux dans tes conditions de vie et que tu as cette présentation continuelle de rappel, de désir inassouvi et inassouvable, bien, ça devient à ce moment-là une difficulté. Autre élément, maintenant, une sobriété dans les sociétés riches. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un élément intéressant parce que ça nous concerne. Il faut apprivoiser le fait de... La sobriété, c'est pas un manque. Ça peut être d'autres choses. Il faut enlever l'élément de peur dans la sobriété. Très souvent, on dit « on ne veut pas revenir à calèche ». Non, on ne reviendra pas à calèche. On peut être sobre sans avoir de calèche. Moi, j'ai un vélo, je n'ai pas d'auto, mais je n'ai pas de calèche. Alors, je vous conseille le vélo, d'ailleurs. Une affaire encore qui va complètement à l'envers. Ma blonde a regardé ça, mon diaporama, elle dit « Pourquoi tu fais ça? » Hormones. Hein, pourquoi? Juste rappeler 2 éléments entre la dopamine et puis la sérotonine. La publicité, elle fait quoi? Elle joue sur votre dopamine, qui est l'hormone du plaisir immédiat. Alors, un petit clin d'œil au niveau biologique. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit un élément important, une date importante, 72, c'est la publication du rapport Meadows. Ce rapport Meadows-là a été vraiment, dès qu'il est sorti, c'était des chercheurs du MIT. Hein. Il ne faut pas oublier que c'était des gens qui n'avaient pas d'idées écologiques. C'est des gens qui étaient des experts en dynamique des systèmes, des mathématiciens et informaticiens. Ils ont développé un système informatique pour analyser le monde tel qu'il est, avec des tendances après ça en termes des flux. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Rien que ça.
Ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ça n'avait pas de maudit bon sens. On en sortait plus qu'on va en rentrer, puis il va en manquer parce que la Terre a des limites. Donc, ils ont sorti un rapport qui a été décrié pendant 5 ans, qui a été analysé par les économistes et, naturellement, les économistes. Est-ce qu'il y a des économistes en salle ici? J'espère que non. Non, OK. Je peux dire une belle niaiserie, une affaire que j'aime beaucoup, écrit par un économiste d'ailleurs. Il s'appelle Kenneth Boulding, qui est un économiste et philosophe et puis mystique un petit peu de ses côtés, qui avait écrit « Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Alors, c'est quand même, ça porte à conséquence au niveau des économistes et ça n'a pas tellement changé. À part Yves-Marie Abraham et quelques économistes qui sont non classiques, la plupart continuent à nous parler d'affaires comme le PIB. On en reviendra. Alors, la sobriété, c'est peut-être quelque chose qui permet d'avoir une relation, au lieu de tomber dans une espèce d'effondrement civilisationnel complet, faire une descente douce. C'est vers ça que la sobriété va vous tendre la main. Okay? Maintenant, peut-être une différence entre 2 mots qu'on retrouve souvent, efficacité énergétique et sobriété. Ces 2 mots qui sont en réalité très proches dans leur fonction et dans leur action, alors vers où on s'en va. Alors, l'efficacité énergétique, de façon très, très simple, si on le symbolise par une maison qui a une très mauvaise isolation avec une consommation assez forte, et puis on fait un travail d'isolation, on change les fenêtres, on modifie certaines choses, on arrive à faire de l'efficacité énergétique. Sobriété énergétique, c'est d'autres choses. C'est lorsqu'on passe d'un mode à l'autre. Si, par exemple, on est des habitués du Hummer électrique, alors moi, j'ai été chercher sur son site, c'est 0,4 kWh par kilomètre parcouru. C'est énorme. Okay? Et la Tesla, c'est à peu près 0,2. Mais le métro, c'est 0,07. Puis une autre différence importante, c'est qu'un Hummer va durer 10 ans. Au bout de 10 ans, on déconstruit, on élimine, il y a des batteries, il y a toutes sortes de problèmes. Un métro, ça va rouler pendant 50 ans. Le métro de Montréal, les plus vieilles rames ont à peu près 50 ans. Ils vont avoir des millions de kilomètres dans le cas. Donc, il n'y a pas besoin de reconstruire continuellement du matériel pour rouler. Alors ça, c'est un autre avantage aussi, et c'est un bien collectif, naturellement, jusqu'à présent, en tout cas. Croissance de la population, ça fait partie naturellement des choses qui sont des contraintes qu'il faut vivre avec, puis accepter, puis dire que, oui, le Québec a quand même eu son baby boom. Je suis un membre du baby boom. Quand je suis né en 51, il y avait 3 milliards de population sur la Terre. Okay? On est à 8 milliards maintenant, donc plus du double, on s'en va vers le triple pendant ma simple vie. Alors ça, c'est vraiment énorme comme condition de vie sur l'ensemble de la planète qu'on doit partager. Un autre élément important, c'est la consommation mondiale d'énergie primaire par personne et par année, ou mondiale totale. Quand on dit primaire, c'est de l'énergie qui est donnée par la nature. Okay? Ce n'est pas de l'énergie transformée. Le courant électrique, c'est une énergie secondaire, l'hydrogène aussi. On voit que c'est une croissance continuelle. C'est vrai qu'il y a une partie de la croissance qui vient du fait que la population a augmenté, mais aussi, quand on regarde la croissance par personne, elle a continué à augmenter, sauf pendant une petite période où elle a été à peu près stable, mais elle a continué à augmenter. Il y a une petite baisse à cause de COVID. Est-ce qu'on est mort à cause de cette baisse-là? Non, on est tous encore en santé. Vous êtes en santé, oui. En tout cas, il y a des gens qui toussent. Hein? Il y a un autre élément qu'il faut considérer aussi, c'est la consommation d'énergie moyenne par habitant par pays. Quand on regarde différents pays, comment ils consomment, quelles sont les quantités, on voit d'abord que les consommations maximum, on voit l'Islande. Pourquoi l'Islande en haut complètement? Bien, c'est simple. C'est qu'ils ont une énergie gratuite. La géothermie, ils ont des volcans. Moi, je ne voudrais pas nécessairement vivre là, c'est une éruption bien importante, mais c'est quand même une énergie très, très facile à obtenir. Et ils ont quand même des conditions particulièrement rudes. Est-ce qu'il y en a qui ont été en Islande déjà? Non? Oui? OK. Ça a l'air d'être très beau, en tout cas, hein? Chanceux. Mais pour le reste, quand vous regardez les autres pays, la plupart, c'est des pays producteurs de pétrole. Et le Canada fait partie de ces producteurs-là. Et pour extraire du pétrole, il faut mettre de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie pour en extraire. Je ne parlerai pas du Canada puis de ses extractions de pétrole. Là, je vais commencer à sacrer. Non, c'est pas drôle. Vous aussi, vous sacreriez? OK, on est deux. OK.
Empreinte des activités humaines sur la planète. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Là, les références sont données de façon régulière. Donc, vous avez une référence pour savoir d'où ça vient. Je ne vais pas me mentir, ce n'est pas moi qui ai créé ça. C'est des instituts très, très patentés qui regardent un peu quel est l'impact sur la planète de notre consommation. Et après ça, par pays, on voit quand même qu'on voit les États-Unis très, très haut. Là. Ils demanderaient 5 planètes et demie à peu près pour avoir une bonne condition de vie. Et le Canada, c'est à peu près la même affaire. Donc, on est quand même très exigeant, okay? Globalement, puis au niveau de l'ensemble. Un élément qui vient du dernier rapport du GIEC. Le GIEC qui publie des rapports tous les 6-7 ans. Dans son dernier rapport, il a fait un travail très, très grand, très important sur essayer de faire le lien entre deux choses. Entre la quantité de CO2 produit par le pays globalement et la quantité ou le bien-être de la population défini par certains indices. Et pour être capable de rendre la vie agréable à tout le monde, il faudrait que la cible soit à peu près de 2 tonnes par personne de CO2 émis équivalent par année, ce qui est très, très loin de ce qu'on a actuellement. Le Québec, on est à peu près à 12, le reste du Canada à peu près à 20, puis si on regarde plus haut encore, on aurait le Koweït qui doit être à 25, en tout cas. On est loin de là, puis il y a des pays qui sont très, très proches. C'est des pays les plus pauvres, naturellement, qui vont consommer le moins et mettre donc le moins. Un exemple que j'ai créé, que j'ai fait, un petit calcul là, pour m'amuser. Oui, je m'amuse des fois comme ça à faire des calculs inutiles. Vous pouvez regarder ça sur... Je ne vais pas le détailler, mais juste pour montrer l'impact de l'automobile. Le nombre d'autos. Puis ça, les chiffres viennent de la Banque mondiale pour le nombre d'autos. Là. Alors, en 1950, 3 milliards d'habitants, 50 millions d'autos. Okay. En 2022, 8 milliards d'habitants, 1,5 ou 1,5 milliard d'autos. Et la Banque mondiale nous prévoit, en tout cas, dit que possiblement en 2050, il y aurait 2,5 milliards d'autos. De la misère à me rendre là, moi, je pense qu'on va arrêter avant. Le problème là-dedans, on dit, les batteries, on a avalé de la batterie. Là. Okay? Alors, j'ai écrit un article qui a été publié dans l'autre journal sur ça, là, c'est la vallée de la batterie puis le délire qu'il y en a. Les batteries, d'abord, c'est même pas pour ici. Ils vont être exportés à l'extérieur pour être implantés dans des autos qui vont être construites aux États-Unis ou en Ontario. Puis, naturellement, on va les racheter ici. Donc, balance du paiement du Québec, pas nécessairement très bonne là-dedans. Mais prenons pas les batteries, c'est trop simple. Okay? Prenons une auto, ça prend à peu près 1 tonne d'acier pour une auto standard. Puis là, je ne parle pas des gros VUS. Hein. 1 tonne d'acier, actuellement, pour produire l'acier, ça demande du charbon pour enlever l'oxygène du fer, c'est de la rouille. Ça produit 1 tonne de CO2. Si maintenant on dit on va tout passer ça à l'hydrogène, ce qui est possible, ça commence à être fait, ça demande une quantité d'hydrogène d'à peu près de 60 kg d'hydrogène par tonne d'acier produit. Okay? Et qu'on fait le calcul de comment produire l'hydrogène par électrolyse, bien, on arrive à une somme pour l'ensemble des véhicules à 420 TWh par année à produire pour les 100 millions de véhicules produits par année. Par année, sur la Terre, il y a 100 millions de véhicules produits. Le plus gros producteur actuellement, c'est la Chine, le deuxième des États-Unis. Okay? Alors, c'est quand même énorme. C'est pour ça que la sobriété a besoin de prendre un pas en arrière pour voir large. Au Québec, on a 5 millions de véhicules, à peu près 5,2. Et pour électrifier l'ensemble du parc automobile, mon petit calcul me donne 27 TWh par année. C'est quand même pas rien, là. Maintenant, le potentiel de l'électrification, encore là, je me suis amusé. Actuellement, Hydro-Québec, ça, c'était les valeurs de 2020. Il y a eu une production de 202 TWh pour la consommation locale, okay, pour nous, là. Pas l'exportation, pour notre consommation. Si on fait l'ensemble des 3 secteurs les plus importants, bâtiments, transport et industrie, il nous faudrait pour rendre ça tout électrique, pour électrifier l'ensemble, donc décarboner, il faudrait à peu près 100 TWh de plus. Donc, on est rendu à 307 TWh. Puis là, il y a une petite affaire que j'avais calculée aussi. Il était question de mettre de l'hydrogène dans les conduites. C'est une aberration, tant qu'à moi, c'est une perte d'énergie. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ça d'ici 2050? 2050, c'est pas loin, là. Décembre s'en vient. En janvier, on est en 2024. C'est 26 ans. C'est très, très proche. Donc, on a quand même des contraintes assez énormes. Maintenant, encore là, je retourne sur quelque chose de plus loin. Je ne suis pas parti du Soleil, je suis parti quand même juste de la croûte terrestre. Croûte terrestre, c'est une croûte qui contient beaucoup de matières premières, toutes sortes de matières premières, mais pas en quantité égale, puis pas réparties de façon égale.
Il y a un très beau livre qui a été écrit par un chimiste italien qui s'appelle Ugo Bardi, qui s'appelle Les Grands Pillages. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, ça vaut la peine. Il en parle beaucoup. Et l'empreinte qu'on calcule, c'est l'empreinte de tout ce qui est renouvelable et tout ce qui n'est pas renouvelable. Okay? Quand on parle d'empreinte écologique des humains, bien, il y a ces deux facteurs-là qui vont compter. Je ne voudrais pas passer trop de temps là-dessus, mais je voudrais tout de suite aborder l'extraction. Est-ce qu'on peut extraire ce qu'on veut? Non, on va extraire exactement ce qu'il y a dans le sol, puis pas plus. Alors, si on regarde dans le temps, puis mon père a travaillé dans une mine comme mineur en Abitibi en 1952, à l'époque, il y avait une concentration d'à peu près 24 de cuivre dans le minerai. Maintenant, en Abitibi, il n'y a plus de cuivre. Osisko vient de lancer des études pour commencer à retourner en Gaspésie à la mine de Murdochville. Et là, la concentration est de 0,3. OK? C'est pourcentage. C'est pas beaucoup, ça. Ça veut dire beaucoup plus de matière à brasser, à mettre en mouvement, à briser, beaucoup d'énergie, beaucoup de déchets mis de côté et d'eau aussi. Ça demande beaucoup d'eau, tout ça, pour avoir de moins en moins de cuivre. Puis le cuivre sert à quoi? Le cuivre va servir à toutes les éoliennes pour les génératrices. Les génératrices sont faites avec des aimants super aimants, avec, par exemple, de néodyne à l'intérieur. Et le bobinage électrique, c'est du cuivre. Okay? Le meilleur conducteur. Mais sauf que le cuivre va commencer à manquer et là, les prix vont monter aussi. Donc, on ne peut pas faire nécessairement ce qu'on veut. Alors, quelle quantité de matière première est-il nécessaire d'avoir pour une vie décente? Encore là, c'est une étude intéressante, assez toute nouvelle, en 2023, septembre. C'est un institut allemand qui a fait ça, qui a regardé qu'est-ce que ça prend pour chaque humain pour avoir une vie qui soit agréable, sans retourner à calèche. Ça tombait entre 8 et 14 tonnes par année par personne. Ça comprend toute la matière qu'on a besoin au niveau de nos consommables, c'est-à-dire nourriture, vêtements et restes, et tout ce qui est non consommable qui a une grande durée de vie, c'est-à-dire les routes, les bâtisses, les écoles, des choses comme ça. Alors, dépendant de la température ambiante, dépendant des conditions, donc on avait une certaine plage entre 8 et 14. L'étude faite portant sur le style de vie américain puis allemand, on était à 70 tonnes par personne par année. Donc, on dépasse beaucoup les capacités de renouvellement puis d'être capable de vivre avec les conditions de la Terre. Qui est interpellé par la nécessité de la sobriété? Bien, je marque tout le monde et pour une raison simple, c'est que très souvent, le gouvernement, là, je cible spécifiquement le gouvernement provincial actuel, sans le nommer, vous le reconnaissez. Ce gouvernement-là dit, oui, les gens devraient faire marcher leur lave-vaisselle la nuit. C'est une aberration. C'est pas ça l'intérêt. Là. Alors, c'est pas en faisant marcher le lave-vaisselle la nuit qu'on va vraiment être sobre. La sobriété, ça regarde tout le monde et ça regarde les institutions, les gouvernements, les compagnies privées, ça regarde tout le monde. Il y a une partie de la sobriété qui est systémique. C'est-à-dire, si un gouvernement, par exemple, comme il le fait maintenant, ne veut pas financer le transport collectif, bien, il vient d'enlever un des éléments importants. Ça, c'est systémique dans la sobriété. Sobriété, quand on passe, par exemple, avec des transports collectifs qui soient adaptés, bien faits partout, c'est-à-dire urbain et interurbain, on vient de pouvoir baisser à ce moment-là la consommation énergétique. L'autre côté, les citoyens, oui, on a tous une volonté de le faire, de bien faire, mais c'est quand même, on a nos limites et puis nos habitudes, puis il va falloir, à un moment donné, tranquillement bouger aussi. On ne peut pas être fixe là-dedans. C'est un mouvement qui doit se faire. J'ai mis en bas 2 éléments importants. Pas oublier que l'ensemble de notre vie dépend de 10 km de hauteur. 5 km d'air à partir du sol vers le haut, 5 km vers le bas dans la croûte terrestre, c'est tout. On a un petit espace de vie de 10 km dans lequel on extrait tout. En termes d'agriculture, on a entendu parler tout à l'heure de façon très intéressante. C'est même moins que ça. Là, on parle entre 0 puis 1 mètre, 2 mètres maximum. Alors, notre vie dépend de très peu de choses. Alors, essayons pas de penser qu'on peut avoir plus que ce que la Terre peut nous donner. On n'ira pas sur la Lune explorer puis ramener des éléments intéressants. Maintenant, sobriété, politique, économie, bien, le système politique actuel capitaliste est basé sur le désir pas toujours rencontré. C'est normal, c'est voulu pour ça. La course à la productivité et la consommation, bien, ça érode la solidarité. La solidarité est importante, on a entendu tout à l'heure. Là, vous êtes ici, solidairement,
Et ça, c'est très beau à voir. La sobriété, c'est le moteur de l'action, puis la décroissance va être le chemin. Ça, c'est un mot que les économistes haïssent, décroissance. Quand on parle décroissance, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça va être la panique, mais c'est pas grave, on va quand même survivre, même si les économistes paniquent. Pour les économistes classiques, donc, peur de l'effondrement, le système coopératif pourrait être un système de réponse à ça. Pourquoi? Parce qu'on vient de sortir du côté de la financiarisation de l'ensemble de la société. Actuellement, de plus en plus, tout devient financier, tout devient contrôlé par des gens qui sont dans un côté très, très opaque, où on a contrôle de moins en moins. Et naturellement, la sobriété, ça pourrait permettre de diminuer les injustices sociales et économiques. Ça, c'est une affaire que j'ai déjà présentée à quelqu'un, puis il a sauté au plafond, parce que je disais, moins tu as des besoins, moins tu as besoin de revenus. Puis moins tu as besoin de revenus, plus tu peux en léguer à d'autres. Alors, essayez de faire passer ça à un millionnaire, vous allez voir. Ça va être assez amusant. Alors, quand les gens se définissent par leurs avoirs, bien, naturellement, ils ne se définissent pas par la sobriété. Alors, sobriété permet un chemin de la tendance de la complexité. Oui, un élément intéressant aussi, c'est que la société devient complexe et devient de plus en plus opaque. Les high-tech, que ce soit, par exemple, l'intelligence artificielle, moi, j'haïs ce terme-là parce qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans. L'intelligence artificielle et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont opaques, dans lesquels on n'a aucun contrôle et qui peuvent avoir une action très forte. On l'a vu dans les élections américaines avec, comment ça s'appelait, une compagnie britannique qui a fait de manipulations, je me souviens plus du nom, là, en tout cas, qui ont fait des manipulations sur les élections américaines en faisant des sondages ou des pseudo-sondages. Donc, c'est des éléments, à un moment donné, qui nous échappent. Alors ça devient assez complexe. Les structures deviennent de plus en plus aussi complexes. Et à un moment donné, les citoyens, on perd de vue complètement notre rôle à nous. Alors, on a un rôle, puis il faut l'affirmer, puis il faut continuer à le réclamer. Un autre élément aussi qui est assez mal compris, l'économie circulaire. Il n'y a rien de circulaire dans le monde. Même la Terre n'est pas vraiment un cercle. Son orbite est plutôt un ovale. La circularité, c'est quelque chose qui tourne dans notre tête. Okay? C'est la vraie économie circulaire. C'est une économie, en réalité, qui est une spirale décroissante. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes de thermodynamique immuables. Le deuxième principe nous dit que n'importe quel travail qu'on fait, il va y avoir des pertes. Perte de matière, perte d'énergie. Alors, à toutes les fois qu'on fait un cercle, on descend un petit peu, on descend, puis on se retrouve à la fin avec peut-être pas grand-chose. Alors, faire attention au terme économie circulaire qui va tout sauver, ça ne sauvera pas tout. Un exemple très, très simple que tout le monde va comprendre. Savez-vous quelle est la principale utilisation du titane? L'oxyde de titane, un métal très intéressant. Faire de la peinture blanche. Puis la peinture blanche, quand vous le mettez sur les murs, essayez de récupérer ça après. Alors, à partir de ce moment-là, il y a dispersion. C'est ça que les humains font. On extrait d'une mine quelque chose à haute teneur pour le disperser après. Puis je ne parlerai pas du platine là, que vous avez dans vos catalyseurs qui se retrouvent sur le bord des routes, toi, puis un paquet d'autres choses. Donc, on voit qu'à un moment donné, il faut faire attention aux solutions qui sont un peu simplistes. Une vision aussi des humains un peu négative, si on se voit comme des grains de sable un peu isolés ou comme une dune de sable où les grains peuvent circuler, c'est pas vraiment comme ça. Revenir à l'essentiel, ce qui nous relie. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé de voir sur une des diapos une chaîne. Vous avez fait une chaîne ici. Alors, moi, j'ai repris le thème sans savoir que vous le fassiez. Mais la chaîne humaine est un élément essentiel. Vous êtes partie d'une chaîne humaine. Sobriété, action citoyenne, bien, c'est vous. Vous êtes en train de faire une action citoyenne constructive. Il y a à ce moment-là les victoires qui ont été gagnées par des luttes citoyennes, puis il y en a de nombreuses, en termes énergétiques, mais à d'autres niveaux aussi. Là, actuellement, il y a une bataille sur le logement. Là, j'espère que les citoyens vont la gagner parce que ça pourrait être une catastrophe. Mais n'oubliez pas, Énergie-S, GNL Québec, la fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent et d'autres ont tous été arrêtés. Okay? Alors ça, c'est quoi? C'est des citoyens qui se sont levés. Il y a également la formation, la formidable moyen de faire bouger les gouvernements. Les gouvernements bougent souvent par des contraintes. Contraintes, oui, ils ont des lobbies d'industriels, mais ils ont aussi les citoyens qui arrivent à faire passer des messages, et ça, c'est aussi très important, ça.
Il y a beaucoup de luttes qui sont interreliées aussi. Il faut oublier que la lutte, par exemple, sur le logement est une lutte aussi énergétique. Les logements, tant qu'on aura des logements pourris avec des passoires, bien à ce moment-là, l'énergie, elle va passer à travers puis on va la perdre. Alors, si on peut obliger le gouvernement à avoir des plans, par exemple, de campagne pour des rénovations de logements, bien à ce moment-là, on vient de donner un coup agréable du côté énergétique. Donc, c'est relié, là. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Et l'élite citoyenne apporte toujours une vision plus complexe. C'est que le gouvernement, il y a des idées, oui, c'est des gens brillants, mais ils sont dans leur tour d'ivoire. Puis vous, les citoyens et citoyennes, vous avez le rôle aussi de leur rappeler certaines réalités très, très réelles. Bon, l'efficacité énergétique est une approche absolument essentielle, mais ce n'est pas suffisant. Sobriété doit compléter cet élément-là. Ça implique naturellement une diminution des exigences face à la nature, de ne pas considérer la nature comme un puits pour tous nos déchets, puis une source de ce qu'on a comme désir. Okay? Ce rapport à la nature, respecter les limites, ça nous ramène à des choses plus fondamentales. Et puis, la sobriété permet de redonner un sens au collectif. Alors, c'est important. Puis, penser d'une croissance matérielle à plutôt un développement humain cohérent et chaleureux. Si on ne le fait pas, si on ne va pas vers ça, bien, la nature de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, vous allez voir, elle va nous l'imposer. Alors, si on ne veut pas avoir un effondrement plutôt qu'une décroissance qui soit plus longue, mais cohérente et ordonnée au profit de tous et de tous, bien là, il va falloir y regarder. Dernier petit mot, naturellement, Hubert Reeves, qui était quelqu'un qui a été fort important dans le patrimoine, pas seulement québécois, mais mondial. Bien, il disait les humains dépendent de la nature, puis il faut absolument protéger cette nature et cette terre qu'on aime tant. Okay? Alors, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Bruno. Ah oui. Okay. Alors, j'ai bien aimé l'idée de la dune de sable. Tu sais, on nous dit souvent, oui, mais chacun de nos petits gestes quotidiens construisent une dune de sable, mais elle est bien fragile quand arrive la grande vague du développement. Et ce qui donne de la solidité à la dune, c'est le ciment du politique. Alors oui, nos petits gestes, mais le ciment de la dimension politique de nos petits gestes. Alors merci beaucoup. Et puis, on va y aller avec une période de questions pour encore un bon 20 minutes, je pense. Hein? Il n'y a pas la conférence de... Oui, Michael va être un petit peu retardé. J'ai retardé tout le programme en évitant la pause pour qu'on aille au moins presque à cette... Pardon, je recommence. Presque autant de temps que prévu avec chaque conférencier. Fait que je vous invite, ceux qui auront besoin d'aller aux toilettes, il y a une porte par là, d'y aller discrètement au fur et à mesure des conférences, là, pas tous en même temps, comme ça on va pouvoir continuer. Donc, je vais y aller avec la prochaine question. Janie, ils ne peuvent pas aller par là, c'est barré parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est pas éclairé. Oui, OK. Question ici. Oui, Bruno, j'aimerais avoir ta réaction à la présentation de Louis-Gilles Francaire. Parce que là, on est dans... J'aime bien là, la perspective que tu présentes, mais je pense qu'il est important de voir un peu quel parallèle on peut faire là, avec la sobriété. Quel parallèle avec la sobriété? Il reste que dans ce que j'ai présenté, la partie des besoins de transition vers la décarbonation est quand même là. Il va falloir produire une certaine quantité. Et par exemple, si on arrive à diminuer la quantité d'énergie dans le bâtiment, ça va être très gagnant, puis dans le transport. C'est les deux qui sont les plus faciles. L'industrie est beaucoup plus complexe à décarboner puis à électrifier. Mais ces deux-là sont importants, mais ça prend du temps. Alors, le temps, à ce moment-là, si on peut, pour gagner un peu de temps, avoir des éoliennes qui soient placées à des endroits qui sont moins nocifs et nous fournir l'énergie pour pouvoir faire cette transition-là, moi, je pense que ça peut être un accès, mais ce n'est pas le seul. Je suis d'accord avec toi, je connais ce que tu présentes, je suis d'accord pour une bonne partie. Puis, il y a un réseau, des réseaux locaux, il y a des réseaux... Tout à l'heure, tu as posé la question, il y a des choses à faire à d'autres niveaux.
Alors, veux pas, on est dans une situation où il n'y aura pas... Autrefois, il n'y avait rien que du bois. Okay? Si on monte il y a 200 ans, l'énergie, c'était le bois. Après ça, on est passé au charbon. Après ça, on est passé au pétrole, gaz naturel, le nucléaire, énergie renouvelable. Mais pas oublier, je ne vous ai pas montré une diapo, mais toutes ces énergies-là sont en croissance. On n'a jamais eu de décroissance dans rien. On a tout le temps augmenté. Une nouvelle énergie ne remplace pas les anciennes. Elle va simplement augmenter par-dessus les autres, qui fait que la somme devient de plus en plus grande. Mais il y a un travail à faire au niveau résilience. Ça, je pense que c'est un thème que tu apprécies. Résilience par des collectivités plus petites. Et ça, en même temps, ça donne le sens aussi à ce que je disais dans la collectivité. Collectivité, des gens qui se connaissent, des gens qui sont en interrelation, puis en relation, d'être capables, en termes économiques, de travailler ensemble, puis en termes de solidarité sociale, de travailler ensemble, qui doivent aller ensemble. Ça, je pense que... Est-ce que ça répond à ta question, ça? En partie? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'arrive. Allô? Oui, OK, bonjour, Denise Gendron. Vous avez parlé de l'extraction des minéraux dans la croûte terrestre. C'est important non seulement pour les éoliennes, mais pour le câblage aussi de tout ce qu'on va électrifier. Moi, ce que j'ai écouté, c'est Aurore Stéphane, une géologue française. Est-ce que vous connaissez aussi son organisme? Parce qu'elle parle justement, on nous a annoncé des découvertes incroyables de minéraux dans la croûte océanique, proche des grandes dorsales, mais c'est des ouvrages titanesques qu'il faudrait mettre en place. Donc, il faut toujours calculer la quantité produite avec tous les gaz qu'on laisse en arrière, parce que tous les grands travaux qui se font aussi dans les mines, c'est toujours à base, pas d'électricité, mais de gaz ou d'huile, tout ça. Donc, on tourne en rond. Donc, même si on produit de façon plus écologique, on ne passera pas à côté de la sobriété, hein, je pense. Puis la sobriété, moi, je suis née en 1953. Chez nous, on chauffait au bois. On était plusieurs pour se réchauffer, mais on n'était vraiment pas malheureux. Hein, on n'avait pas l'Internet, on avait toujours quelqu'un qui parlait puis avec qui jouer. On ne peut pas revenir là. Mais le bonheur, là, c'est pas dans Facebook, puis c'est pas d'en avoir toujours plus. Voilà. D'accord avec votre commentaire. Je ferais juste un petit aparté pour parler de l'extraction. Vous avez raison, l'extraction, je n'aime pas parler beaucoup, là, mais on commence tout le temps par extraire ce qui est le plus facile. Alors, regardez le pétrole. Qu'est-ce qu'on a fait, le pétrole? Les premières, c'est pas en Pennsylvanie, c'est en Roumanie. Première extraction de pétrole se trouve en Roumanie. La deuxième en Pennsylvanie. À ce moment-là, ce qu'on appelle le taux de retour énergétique était de 100 barils à 1. C'est-à-dire que ça prenait un baril de pétrole équivalent pour en extraire 100. Okay? Ça, c'était en 1860 à peu près. Depuis ce temps-là, il est arrivé quoi pour le pétrole? Une diminution constante. À travers le monde, la moyenne est autour de 16 ou 17 barils pour 1. Okay? Si on regarde les sables bitumineux en Alberta, c'est quoi? L'extraction demande, ça prend à peu près un baril de pétrole pour en produire 3 ou 4, dépendant des conditions. Ça veut dire que tout le reste, c'est de la pollution qu'on fait et du CO2 qu'on envoie. C'est la même affaire pour tous les minerais. Quand on regarde les minerais de cuivre, qui est à 24 en Abitibi, puis que maintenant, on est capable de se dire, on va l'exploiter à 0,3, bien ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup de cochonneries. Puis ça, c'est vrai pour tout. On est en train d'extraire tout le temps le plus facile. En Europe, il y avait des mines de cuivre, d'argent et d'or. Est-ce qu'il en reste en Europe? Il n'en reste pas. Okay? On prend ça ailleurs. Aller dans les fosses abyssales à 3000, 4000 mètres de profond. J'ai lu des textes sur les nodules métalliques. Bien intéressant. Dans un nodule, on peut avoir jusqu'à 20 de nickel et de cuivre dans certains nodules. Ils sont à 3000, 4000 mètres de profondeur. Ça veut dire que ça prend des bateaux spécialisés qui vont aller les suctionner. Ils vont démolir complètement tout ce qui est l'écosystème très fragile là. Ils vont mettre en suspension des particules. Ça, c'est déjà testé, là. Les Japonais l'ont fait puis ils ont vu ce que ça donnait. Ils mettent des particules en suspension qui remontent plus vers la surface. Et là, à ce moment-là, ça perturbe toute la couche d'eau jusqu'à la surface.
Alors, c'est pas vrai que d'aller exploiter ça va être gagnant, puis ça va être facile. Oh, pas du tout. Alors, vous avez raison, c'est un drame, ça. On a une autre question ici. Qu'est-ce que vous pensez qui veulent obliger les autos électriques, OK? Que là, il faut tout que ça devienne électrique, alors qu'on sait très bien qu'on est dans un pays où l'hiver, c'est pas ça qui fonctionne, puis qu'il y a eu des études de fait comme quoi que le moteur électrique pollue beaucoup plus que ce qu'on a, alors qu'il y en a. Même quand j'étais jeune, moi, il y en avait un inventeur en avant de chez nous. Il avait inventé un moteur à l'eau, hein? Mais on l'a fait taire, OK? Fait que, tu sais, tu dis, il y a d'autres possibilités qu'électriques, puis que d'encore développer, puis d'augmenter, au lieu de voir d'autres possibilités qui seraient moins coûteuses, puis qui seraient plus faciles pour tout le monde, puis qui rapporteraient sûrement moins. Moi, c'est parce que je trouve que quand vous parlez de sobriété, où je me pose la question, c'est comme si vous nous parlez à nous d'être sobre, alors que tu vois que le gouvernement vient de s'augmenter de 30 Fait que c'est comme si c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent, puis les autres qui... Mais pour l'électricité, je reviens aux autos. Moi, je pense pas que la solution, c'est les autos électriques. Quand on parle de pollution, ça pollue plus, puis ça prend plus de minerais, fait qu'on s'en sort pas, là. C'est de trouver d'autres possibilités que l'électrique. D'abord, je vous répondrai sur la partie auto, OK? La partie auto, veut pas, une auto à essence. Moi, je suis un expert de thermodynamique et de combustion. J'ai fait des tests sur des laboratoires. En laboratoire, j'ai monté un laboratoire où j'avais un moteur de laboratoire plus un autre moteur sur banc d'essai et j'ai fait les analyses des gaz brûlés. Okay? J'ai vraiment fait ça pour Transport Canada, pour Énergie et Ressources Canada. J'ai même eu une subvention de gaz métro à l'époque. Faire des tests au gaz naturel dans des moteurs. Okay? C'est des moteurs qui ont des rendements relativement faibles. Globalement, un moteur à essence, lorsqu'il marche, même au ralenti, pollue. Il produit le CO2. Et puis ça, à un moment donné, quand on regarde les courbes d'augmentation de température planétaire, là, on s'en va vers 2,5, 3 degrés. Là. Il faut arrêter ça. Ça, c'est les gaz à effet de serre. Ça, c'est le CO2. Donc, on ne peut pas continuer à émettre du CO2. Passer à d'autres choses. La voiture électrique n'est pas une perfection. Hein? Moi, j'en ai pas. Mais il reste que quand on est en ville, comme moi, je peux utiliser les transports collectifs et le vélo. Moi, j'ai le même vélo depuis 42 ans. C'est un vieux Peugeot, là. Et puis, il roule encore, puis c'est ça que j'utilise. À l'extérieur, dans les régions, c'est plus complexe. Avoir une voiture électrique, c'est quand même pas pire, ou avoir un partage. Laissez-moi finir. Il y a une étude au CIREG à Polytechnique qui a montré quelle est la quantité ou quel est l'impact environnemental d'une voiture électrique par rapport à une voiture à essence, okay? Sur toute l'analyse de cycle de vie. Ça comprend à partir de la production de l'auto, de toutes les pièces, à partir du moment où c'est électrique, des batteries, qu'est-ce que ça demande. Et il y a une conclusion qui est assez nette. Une voiture électrique devient mieux qu'une voiture à essence à partir du moment où elle a passé 50 000 km. À partir de 50 000 km de vécu de l'auto électrique, du fait qu'elle utilise au Québec une énergie électrique qui est quand même hydroélectrique et qui est très peu polluante, à ce moment-là, elle devient plus intéressante. Une voiture à essence continue à polluer, elle, continuellement, qu'importe son âge. Et plus elle vieillit, plus elle va être polluante. Alors, c'est ça aussi l'enjeu, là. Puis, l'autre élément, les sables bitumineux, actuellement, vous en avez pour combien d'années au taux actuel d'utilisation ou d'extraction? 35 ans. C'est ça le problème aussi. C'est ça qui parlait des possibilités de regarder les moteurs à eau, d'avoir d'autres choses. Ça n'existe pas, madame, les moteurs à eau. Moi, on m'en a présenté un moteur à eau à Poly, je l'ai analysé, puis c'est parce qu'il prenait de l'eau, il passait dans un électrolyseur, et puis après ça, il prenait l'hydrogène pour faire passer dans le moteur, mais il ne prenait pas l'énergie de l'électrolyseur pour le mettre dans le bassin, là. Donc, des voitures à eau, je m'excuse, mais l'eau est une énergie qu'on appelle l'énergie ou l'enthalpie de formation, là, trop basse. Tandis que le pétrole a une énergie de formation beaucoup plus haute qui, lors de sa combustion, va donner de l'eau, va donner du CO2 et d'autres choses, mais ça permet à ce moment-là de donner de l'énergie. Mais l'eau ne peut pas donner d'énergie, à moins d'être dissociée, puis ça demande quand même beaucoup d'énergie, malheureusement.
On va prendre une autre Ça coûte question. 25 000 pour remplacer un moteur électrique. Fait qu'à ce moment-là, comment vous voyez ça? Il n'y a rien de parfait. Hein? Passer à des voitures électriques, il faudrait d'abord qu'elles soient petites. Alors, j'ai montré l'exemple d'une photo de Hummer. C'est une aberration. Là. Les gros véhicules, ce n'est pas nécessaire, à moins qu'on soit quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui travaille sa construction, qui a besoin de transporter du matériel, oui, il a besoin de ça. Mais bien du monde, dans mon quartier, ont des voitures, des gros véhicules à essence ou électrique, et puis ils sont trop gros pour eux. Ils sont seuls ou deux au maximum. Alors, c'est une question aussi de quel est optimalement l'outil qui va répondre à ton besoin. Tu veux faire 1 kilomètre, quel est l'outil qui va être le préférable sur 1 kilomètre donné par personne? Et c'est ça le critère principal. Bonjour. Merci pour votre présentation. Premièrement, un commentaire avant ma question. Une chose que j'aime de la présentation, c'est que ça nous invite à réfléchir à l'usage qu'on fait de l'énergie plutôt que simplement réfléchir en termes de coût-bénéfice. Bon, fait qu'on est obligé, par exemple, pour prendre une métaphore, de se demander si j'ai un bulldozer qui fonctionne à l'énergie solaire, est-ce que c'est quand même utile, si c'est pour détruire un milieu humide, d'avoir cette énergie-là? Moi, je pense que la réponse est non. Fait que j'aime la présentation pour ça. Par ailleurs, je suis tout à fait convaincue que la sobriété, c'est la solution. Ma question est la suivante. Sans sobriété, dans un horizon, disons, de 30 ans, 2050, supposons qu'on demeure en croissance. On peut s'imaginer que le bien commun ou le vécu en société ressemblerait à quoi? Vous me faites une demande de prévision, de prévisionniste, et puis j'en suis pas un. C'est énorme comme question. Au Front commun, je peux vous répondre, en tout cas de façon de biais. Au Front commun, il y a un groupe qui travaille. On est plusieurs à travailler là-dedans, dont Éric Pinault, professeur en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Puis un étudiant au doctorat qui travaille là-dessus, à faire des scénarios de décroissance d'ici 2050. Alors, c'est des scénarios qui sont faits pour un domaine donné qui est le Québec. Il y en a d'autres qui ont été faits en Espagne par un groupe, il y en a d'autres qui ont été faits en France par Négawatt. Alors, chaque partie, chaque disons, contexte géographique peut avoir des conditions différentes. Mais on est quand même tous interreliés, là. Ah oui, OK. Excusez. Il reste qu'on est quand même tous interreliés. Au Québec, on n'a pas de, par exemple, certains produits. L'aluminium qu'on produit ici ne vient pas d'ici. Ça vient d'Afrique ou de Jamaïque, la bauxite, puis on fait simplement la transformer par la partie électrique qu'on a ici. Donc, si on continue à croître, on va continuer à augmenter la consommation de tous ces produits-là. Mais à un moment donné, est-ce que l'effondrement qu'on peut voir dans les graphiques de Meadow va se révéler exact? Ou est-ce que simplement ça va être décalé encore un petit peu? Ou est-ce qu'on peut faire une décroissance? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas m'embarquer là-dedans. Là, c'est une question... je me sens incompétent. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Cynthia Morinville, je suis ici. Allô, directement. Allô, vous êtes juste en dessous des lumières. Oui, pardon. Alors, comme tout à l'heure, ça me faudrait une casquette. Je suis professeure à l'UQTR, je travaille en économie politique de la transition énergétique. J'aurais 2 questions pour vous, une technique, une politique. D'une part, j'aimerais ça connaître votre opinion sur l'hydrogène, le moteur à hydrogène dans le cocktail énergétique du Québec. On en entend beaucoup parler, surtout à l'UQTR. Et puis, côté politique, pourquoi ne pas nommer le capitalisme dans votre présentation, puisque... Il était nommé. Il était nommé, je suis sortie 2 minutes, ça devait être... Ah, c'est ça, 2 minutes. Parfait. Il était nommé explicitement en disant que le capitalisme vise sur le désir. Et le désir sera toujours insatisfait, puis le capitalisme ne peut pas être la réponse, parce que la décroissance ne va pas avec le désir de croissance. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, le désir et le capitalisme, ça va ensemble, mais le désir insatisfait ne peut pas aller avec la sobriété. Parfait, on est d'accord. Ça répond à cette question? Oui, exact. Okay. Sur l'hydrogène. L'hydrogène, j'ai écrit un article déjà, puis il y a eu une consultation provinciale sur les nouvelles sources d'énergie, c'est-à-dire l'éthanol venant de bioéthanol venant de l'agriculture et l'hydrogène. J'ai écrit un mémoire sur les 2 séparément. L'hydrogène peut être intéressant pour certaines cibles particulières, des zones particulières, comme par exemple décarboner l'acierie, parce que l'acier, c'est excessivement polluant. Donc, on peut utiliser pour ça. L'hydrogène dans le transport, il y a toutes sortes
d'études qui ont été faites, dont une étude allemande intéressante qui montre que l'hydrogène, à partir du moment où on l'a produit, on ne fait que dégrader. Parce qu'à partir du courant électrique, on perd déjà à peu près 20-25 d'énergie juste par l'électrolyse. Okay? Parce qu'on ne parlera pas de l'hydrogène venant du gaz naturel, qui est une aberration. Alors, l'hydrogène venant d'électrolyse, on perd déjà beaucoup d'énergie par l'électrolyse. Après ça, le transport, la compression. Après ça, la mettre dans des véhicules jusqu'à, par exemple, une pile à combustible dans un véhicule. Bien, toute cette chaîne-là fait qu'au bout, on a à peu près 15 de l'énergie électrique de base. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on peut améliorer tant que ça? Il reste que l'amélioration est quand même limitée. Hein? Pour briser une molécule d'hydrogène, d'eau, pour en faire hydrogène-oxygène, ça prend de toute façon toujours la même quantité d'énergie. On ne pourra pas l'améliorer, ça. Donc, cette quantité d'énergie-là est fixe. Et ça, tout le reste aussi en dépend. Alors, je pense qu'il y a des filières sur lesquelles l'hydrogène peut être intéressant. Excusez. Je m'excite. Il y a des filières où ça peut être intéressant, mais il y a d'autres filières où il faut faire bien attention, voir le taux de retour énergétique. Ça, c'est un terme en anglais qu'on appelle ROI, qui est la quantité d'énergie qu'on récupère pour faire un travail par rapport à la quantité d'énergie qu'on a mis pour le faire. Okay? Alors, dépendant des filières, dépendant de ce qu'on fait, pour déplacer un camion, c'est de l'énergie qu'on doit y mettre, mais ça a pris combien d'énergie pour le déplacer sur 1 kilomètre? Ça, c'est intéressant à vérifier. Je ne peux pas vous donner de valeur là-dessus. Ça va. Merci beaucoup, Bruno. C'est très, très éclairant. Alors, oui.